L'aperçu du premier chapitre est dispo dans le lien en description ou dans les commentaires sous la vidéo. L'histoire commence juste après que Vecna, alias Henry, alias 1, ait kidnappé 11 enfants et soit parti dans le monde à l'envers, tandis que Will, de son côté, affronte et neutralise 3 démogorgons en même temps pour protéger ses amis et sa maman. Mike court vers Will, le serre dans ses bras et le traite de vrai magicien. Joyce, elle, n'arrive toujours pas à comprendre ce qui vient de se passer et comment Will a réussi cet exploit. Will explique que Vecna a kidnappé tous les enfants et qu'il aurait pu les aider s'il avait agi plus tôt. À ce moment-là, des hélicoptères militaires survolent la base, et le groupe se précipite dans les tunnels pour se cacher. Pendant ce temps, on voit les enfants, y compris Derek, coincés et collés contre le mur, exactement comme dans la vision de Will. Derek et les autres enfants se réveillent dans le paysage mental. Ils sont accueillis par Henry, qui leur explique que les monstres ont essayé de les capturer, mais qu'il a tout fait pour les sauver. Il les conduit ensuite à la maison des Krill, et leur dit que leur maison sera aussi leur maison. À l'extérieur, Max observe Holly revenir saine et sauve, sans éveiller les soupçons de Henry. À l'intérieur, Henry prévient les enfants de ne jamais aller dans la forêt, car un monstre aux cheveux roux y vit. Il leur dit aussi que l'obscurité ne se limite pas à Hawkins, mais qu'elle menace le monde entier. Il raconte qu'au cours de ses voyages, il a découvert un autre monde, semblable au leur, mais bienveillant, sans monstres ni ténèbres. Il l'appelle la lumière. Puis, il révèle pourquoi il les a choisis. Henry explique aux enfants qu'ils sont spéciaux et que, s'ils agissent ensemble, ils pourront canaliser leur énergie pour que la lumière atteigne l'obscurité et la repousse. De cette manière, ils sauveront le monde entier, y compris leurs parents. Holly lève la main et demande si Henry repartira pour amener d'autres enfants spéciaux. Henry la rassure en disant qu'il ne les quittera plus jamais. Il leur ordonne de manger et de se reposer, car demain, le 6 novembre, tout commencera. Les enfants applaudissent, mais on devine l'inquiétude sur le visage de Holly. À la base militaire dans le monde à l'envers, les militaires entrent dans la salle où Callie, alias 8, est détenue. Ils découvrent qu'elle est toujours enfermée, tandis que Hopper et 11 se sont échappés. Pendant que le lieutenant Robert Akers ordonne à son équipe de fouiller la zone pour les retrouver, le docteur Kay réalise que la présence de Callie n'était qu'une illusion créée par ses pouvoirs. Cette illusion disparaît, car Callie est maintenant trop loin de la base et ne peut plus la contrôler. La vraie Callie est partie avec 11 et Hopper dans un véhicule militaire. Mike, Joyce et Will trouvent dans les tunnels Lucas, blessé après avoir été attaqué plus tôt par un démogorgon. Joyce soigne sa blessure et lui raconte comment Will a réussi à sauver tout le monde. En découvrant les capacités de Will, Lucas le surnomme immédiatement Will le Sage et dit qu'ils ont maintenant une deuxième 11. Pour ceux qui auraient oublié, Will le Sage est le personnage de Will dans Donjons et Dragons, un magicien. Mike est Mike le Brave, le chef du groupe. Lucas est Lucas le Rôdeur, le scout et chevalier. Dustin est Dustin le barde, celui qui possède un savoir immense. Will explique à Lucas qu'en réalité il n'a pas de pouvoir télékinétique propre comme 11. Il se contente de voler l'énergie de l'esprit collectif. Pour utiliser la télékinésie, Will doit être proche de Vecna, des démogorgons ou d'autres créatures du monde à l'envers. Tu te demandes peut-être quand Will a reçu ses pouvoirs ? Tout cela s'est passé dans la première saison, quand Will a été kidnappé dans le monde à l'envers. Là-bas, on lui donnait une substance organique mystérieuse contenant des particules de flagelleur mental. Lucas rappelle aux amis que demain, le 6 novembre, pourrait bien être le jour où le plan de Vecna commence. La série insiste beaucoup sur cette date. Le 6 novembre 1959, Henry Krill tue sa famille. Le 6 novembre 1983, Will est enlevé. Joyce demande à Will s'il pourra à nouveau se connecter à l'esprit collectif pour utiliser ses pouvoirs contre Vecna. Elle explique que sous-estimer Will est leur arme principale. Au lieu de combattre toute son armée, ils pourront frapper directement Vecna. Dans le monde à l'envers, Hopper, 11 et Callie se rendent au cimetière de l'église pour retrouver Dustin, Nancy, Jonathan et Steve. Comme on s'en souvient, Dustin avait demandé à 11 de venir à l'église pour l'aider à sortir la voiture de Steve de la paroi. 11 reproche à Hopper sa tentative de sacrifice à la base militaire. Hopper affirme qu'il ne s'agissait que d'un plan d'urgence. Mais 11 ne le croit pas et accuse Hopper d'avoir dès le début voulu affronter Vecna seul en se faisant sauter avec une bombe. Hopper, 11 et Callie découvrent que Nancy, Jonathan, Steve et Dustin ont disparu. Pendant ce temps, Dustin, Steve, Jonathan et Nancy arrivent à la laboratoire de Hawkins dans le monde à l'envers.
Dustin explique sa théorie. Le mur immense qu'ils ont vu est une barrière créée par Vecna avec la magie noire pour les empêcher d'atteindre Holly et les autres enfants. Mais si ces calculs sont corrects, ce mur possède un bouclier énergétique alimenté par la magie noire. Comme l'épicentre se trouve dans le laboratoire, le générateur doit être à l'intérieur. Et s'ils réussissent à le détruire, ils pourront briser le mur et sauver Holly. Quand ils arrivent aux escaliers du laboratoire, Nancy propose qu'elle et Jonathan explorent les étages supérieurs, tandis que Dustin et Steve inspecteront le sous-sol pour trouver le générateur le plus vite possible. Dans la maison de Henry, pendant que les enfants jouent tranquillement, regardent la télévision et dévorent des sucreries, Holly s'éclipse discrètement et se dirige vers la forêt. Là, elle tombe sur Max. Max lui demande pourquoi elle est venue. Holly raconte à Max ce qu'Henry avait dit plus tôt. Elle pense qu'Henry veut créer un autre monde en détruisant le monde réel et qu'ils doivent sortir de là, car sans Holly, son plan ne pourra pas se réaliser. Soudain, elles entendent le craquement d'une branche et découvrent Derek, caché derrière un tronc. Derek leur explique qu'il connaît Vecna et raconte comment il a aidé Mike, Will et les autres à sauver les enfants de la base militaire à Hawkins. Il précise qu'il a compris, en voyant l'expression de Holly pendant le discours d'Henry, qu'elle avait compris que Henry mentait. C'est pourquoi il l'a suivi. Derek veut se joindre à elle, mais Holly lui dit qu'il ne peut pas participer au voyage, mais qu'il peut les aider à s'échapper. À l'intérieur de la station radio, Joyce explique à l'équipe qu'ils doivent créer un autre dispositif similaire à la balise de télémétrie pour contacter Dustin et les autres, et qu'ils ont peut-être déjà trouvé Holly. Mike précise que seul Dustin sait comment fabriquer ce dispositif. Arrivé dans une impasse, le groupe fait une pause pour manger et réfléchir. Lucas prépare du popcorn au micro-ondes et Erika remarque un vieil article de journal montrant le jeune Dustin avec son professeur de sciences, Scott Clark. Soudain, une révélation frappe le frère et la sœur, et ils courent rejoindre le groupe pour partager la nouvelle. Erika explique que puisque Scott Clark a enseigné tout ce que Dustin sait, il pourra construire une nouvelle balise de télémétrie. Lucas se souvient de la fois où ils avaient chauffé Billy, le frère de Max possédé, dans le sauna de la piscine municipale pour affaiblir le flagelleur mental dans la saison 4. Il propose que si l'on fait passer l'électricité de l'antenne radio de la station dans le corps d'un démogorgon, les particules endormies s'activent et le démogorgon se réveille. Cela permettrait à Will de se connecter à l'esprit collectif. Joyce suggère de tenter les deux options en même temps. Dans le laboratoire de Hawkins, dans le monde à l'envers, Dustin et Steve découvrent la salle arc-en-ciel, que l'on a vue dans la saison 4. Dustin et Steve se disputent légèrement. Dustin laissant Steve dans une aile, tandis qu'il inspecte le sous-sol. Jonathan et Nancy rencontrent aussi des tensions en fouillant les étages supérieurs. Jonathan reproche à Nancy sa froideur, pensant que c'est à cause de Steve. Nancy répond que ce n'est pas le cas. Jonathan insiste sur le fait qu'ils doivent être honnêtes l'un envers l'autre. Nancy réplique en demandant si lui a toujours été honnête avec elle. Jonathan hésite, puis affirme qu'il a toujours été honnête. Nancy devine qu'il ment et s'éloigne. Quand Nancy part, Jonathan sort une cassette de John Coltrane contenant la bague de fiançailles que Murray lui avait donnée. Puis, il remarque une porte déformée avec une poignée fondue. Il essaie de l'ouvrir, mais la poignée se casse. Jonathan tente de défoncer la porte en utilisant tout son poids. Lorsqu'il y parvient, lui et Nancy découvrent un escalier qui monte vers l'étage supérieur. Non loin de l'église, Hopper utilise sa radio pour contacter Dustin. À l'intérieur, 11 s'excuse auprès de Callie de ne pas avoir pris le temps de vérifier si elle allait bien. Callie confie qu'elle savait toujours qu'Henry existait, mais qu'elle ignorait qu'il était encore vivant. 11 lui demande de l'aider à retrouver Henry et à le stopper une bonne fois pour toutes, afin qu'elle puisse enfin commencer une vie normale. Callie répond que ce n'est qu'un rêve. Callie explique que tuer Henry ne résoudra pas tous leurs problèmes, puis raconte tout ce qui lui est arrivé. Les militaires du laboratoire, dirigés par le docteur Kay, ont retrouvé le groupe de Callie à Chicago, tuant ses amis, Axel, Mick, Funshine et Dottie, que l'on avait vus dans la saison 2, avant de capturer Callie elle-même. On lui a rasé la tête, attaché à une table, et on lui a administré des médicaments puissants pendant une durée indéterminée. Le docteur Kay prélevait quotidiennement son sang. Au début, Callie pensait que c'était par vengeance, mais elle a vite compris que ce n'était pas le cas. Le docteur Kay voulait simplement son sang. Callie ne se rappelle pas combien de temps elle est restée prisonnière du laboratoire dans le monde à l'envers. Les procédures semblaient interminables et ressemblaient à un véritable vampirisme. La seule chose dont elle se souvenait était son rêve de s'échapper. Un jour, en simulant sa propre mort, Callie neutralise 3 médecins à l'aide d'instruments chirurgicaux et s'échappe du laboratoire grâce à leur carte d'accès. C'est à ce moment-là qu'elle comprend pourquoi elle a été kidnappée.
Callie voit une femme enceinte allongée sur une table, recevant une perfusion contenant son sang. En explorant d'autres salles, elle découvre d'autres femmes enceintes recevant elles aussi son sang dans le cadre d'un programme secret du gouvernement. Les gardes la rattrapent et la ramènent dans la salle de prélèvement. Callie explique à 11 que le Dr Kay reproduisait les expériences de Brenner, mais qu'au lieu d'utiliser le sang d'Henry, elle utilisait le sang de Callie pour essayer de créer des enfants avec des capacités spéciales. Le sang de Callie n'était pas adapté. Toutes les femmes enceintes mouraient. Le sang d'11 aurait pu convenir, car tous les enfants, y compris Callie, n'étaient que de pâles imitations. Et seul 11 possédait de véritables pouvoirs télékinétiques comme Henry. C'est pourquoi le Dr Kay cherche 11. Elle veut créer davantage d'enfants surdoués. Callie projette une vision dans laquelle le Dr Kay capture 11 et l'attache dans le laboratoire. Callie affirme qu'elles n'auront jamais de fin heureuse. À ce moment, Hopper entre dans l'église et entend tout ce que Callie vient de dire. Pendant ce temps, Derek sort dans la rue et se dirige délibérément vers la forêt pour que les autres enfants le voient. Les enfants courent dans la maison pour prévenir Henry. C'était le plan de Max et Holly. Ils utilisent Derek comme appât pour distraire Henry pendant qu'eux cherchent une sortie. Près des grottes de pierre, Max explique à Holly qu'elles vont se servir de la chaîne de souvenirs de Holly concernant Henry pour s'échapper de ce monde et revenir dans le monde réel. Pendant ce temps, dans la forêt, Henry trouve Derek et le plaque au sol. En remarquant une carte et une boussole, Henry demande qui les lui a donnés. Derek répond que c'est sa mère. Henry le met en garde. S'il ment encore, il tuera ses parents, y compris sa sœur Tina. Will et Robin préparent une citrouille pour tester la réaction à l'attention. Robin remercie Will de l'avoir sauvé d'un démogorgon, et Will la remercie de lui avoir raconté l'histoire de Tammy Thompson. Will lui demande comment elle a trouvé le courage de commencer une relation avec Vicky. Robin explique que c'est le fait de s'être confié à d'autres personnes qui l'a aidé. Elle avoue que la première personne à qui elle a révélé, il y a 2 ans, qu'elle était lesbienne, c'était Steve. Will lui demande pourquoi elle lui raconte ça. Robin plaisante en disant qu'un jour, les Russes leur ont fait prendre un sérum de vérité. Comme on s'en souvient, c'est exactement ce qui s'est passé dans la saison 3. Robin ajoute que c'est grâce à ça qu'elle a pu s'ouvrir et finalement construire sa relation avec Vicky. Will, en plaisantant, demande si elle n'a pas encore ce sérum pour qu'il puisse lui aussi se confesser à quelqu'un. À ce moment-là, la citrouille s'embrase, signalant que la chair de citrouille réagit réellement à la tension. Holly et Max trouvent une porte qui mène au sous-sol de la maison des Wheeler. En descendant les escaliers, elles découvrent un souvenir de Holly et d'une amie regardant un film d'horreur, pendant qu'Henry les observe depuis l'extérieur, à travers la fenêtre sous une pluie battante. En traversant le mur, les filles découvrent que Holly a rencontré Henry pour la première fois à la bibliothèque de l'école, alors qu'elle lisait le livre « Une ride dans le temps ». Dans la salle arc-en-ciel, Dustin retrouve Steve, et ils commencent à se disputer à nouveau. Dustin reproche à Steve son indifférence, et Steve répond que la théorie de Dustin pourrait être fausse. Mais Dustin l'accuse alors d'être égoïste, et rappelle qu'Eddie avait été pour lui un vrai ami et intelligent, contrairement à Steve. Steve, froidement, demande pourquoi alors Eddie n'est pas resté en vie, s'il était si intelligent, rappelant que son sacrifice l'année précédente n'a rien changé, et qu'il est mort pour rien. Il souligne qu'il les avait prévenus de ne pas jouer les héros. Furieux, Dustin se jette sur Steve, endommageant accidentellement leur radio. Steve, ne voulant pas se battre, s'en va en déclarant que leur amitié est terminée, laissant Dustin au sol en larmes. Soudain, Dustin remarque une porte derrière lui. À l'intérieur, il découvre une pièce qui était le bureau du docteur Martin Brenner, avec une carte accrochée au mur, rappelant celle que Dustin avait dessinée auparavant. Pendant ce temps, Nancy et Jonathan continuent d'explorer la pièce qu'ils avaient déjà trouvée. Ils se demandent si une explosion nucléaire pourrait avoir fondu le bâtiment, mais remarquent que l'air est trop pur. Ils concluent que, quoi qu'il se soit passé, de la magie noire est clairement en jeu. Max et Holly tombent dans un souvenir du moment où son enseignante avait vu Holly parler avec Henry sur la cour de l'école. Holly remarque une erreur dans le souvenir. Le carrousel a la mauvaise couleur. Avec un tisonnier, elle frappe la base du carrousel et découvre le souvenir où le démogorgon a fait irruption dans leur maison pour l'enlever. Les filles passent à travers l'ouverture ainsi créée. À la station radio, Mike connecte des fils électriques au démogorgon. Will s'assoit, prêt à se connecter à l'esprit collectif, et remercie sa mère pour son soutien. Robin entre dans la grange et commence à augmenter la tension à moitié, réveillant légèrement le démogorgon. Will plonge dans l'esprit collectif et voit les enfants qu'Henry a enlevés. Henry leur dit que c'est un monstre aux cheveux roux qui a kidnappé Holly. Will répond que Holly s'est échappée avec Max, ce qui choque Lucas. Max et Holly atteignent un souvenir où le démogorgon attaque Karen, la mère de Holly, puis emporte Holly dans le monde à l'envers. Holly comprend qu'elle a été lâche et n'a rien fait pour aider sa
sa mère. Elles arrivent devant la porte d'entrée qui mène au paysage infernal, là où Max avait vu précédemment le portail de sortie. Avant qu'elles ne puissent franchir la porte, celle-ci se referme et l'électricité dans la maison commence à pulser. Henry apparaît. Les filles courent dans le salon. Max brise une fenêtre avec un tisonnier, tandis qu'Henry se transforme en Vecna. Vecna révèle qu'il connaît leur plan grâce à Derek, qu'il avait menacé dans la forêt plus tôt. Vecna attrape Max par le cou et commence à l'étrangler. Holly, paralysée par la peur, crie et supplie Henry de s'arrêter. Dans le monde réel, le cœur de Max s'arrête, mais son pouls revient soudainement. L'esprit de Vecna prend le contrôle de Will, libérant Max de son emprise, puis Will brise la jambe droite de Vecna. Will ordonne à travers Vecna que Max et Holly s'enfuient. Les filles s'échappent. Vecna soigne sa jambe, reprend l'apparence d'Henry et force Will à quitter l'esprit collectif, le projetant et le privant de conscience dans le monde réel. Robin augmente au maximum l'électricité du Démogorgon pour couper le lien entre Vecna et Will. Dans le monde à l'envers, Nancy et Jonathan montent sur le toit du laboratoire Hawkins. En éclairant la zone avec leurs lampes, Nancy remarque des motifs étranges dans le ciel. Jonathan casse un tuyau et le lance en l'air, révélant une sphère qui crépite d'électricité. Dans le bureau de Brenner, Dustin, à travers sa radio endommagée par sa bagarre avec Steve, entend Jonathan annoncer qu'ils ont trouvé le générateur du bouclier. Dustin tente de prévenir Jonathan de ne pas toucher à la sphère, puis se précipite vers l'escalier. Mais la radio de Dustin est cassée, et Jonathan et Nancy ne comprennent pas ce qu'il disait. Nancy arme son fusil à pompe, tandis que Dustin crie dans sa radio cassée qu'il s'est trompé sur le générateur et que le détruire mettrait tout le monde en danger. Nancy tire sur la sphère et Dustin se heurte à Steve dans l'escalier. Après le tir, rien ne se passe immédiatement, mais quelques minutes plus tard, une énorme masse d'énergie commence à s'accumuler dans la sphère qui crépite d'électricité, puis explose, privant Nancy et Jonathan de conscience. Steve demande à Dustin ce qui s'est passé, et Dustin explique qu'après avoir étudié l'ancien journal de Martin Brenner, le scientifique du premier épisode, il a compris que sa théorie sur le monde à l'envers était fausse. Le soi-disant générateur du bouclier n'est en réalité qu'une matière exotique. Le mur n'a pas été créé par Vecna, mais par la science. Dustin précise que derrière ce grand mur, il n'y a pas d'enfant enlevé, mais un trou noir. Il n'y a ni Holly, ni aucun autre enfant. Il n'y a que le vide, capable de détruire totalement l'humanité. Le monde à l'envers est en fait un passage dimensionnel, un pont entre deux mondes. Au même moment, les ondes de l'explosion de la sphère se propagent à travers tout le monde à l'envers, atteignant même le mur où se trouvent Hopper, 11 et Cally. Un trou apparaît dans le mur, révélant le passage dimensionnel lui-même. Le trio, utilisant les pouvoirs d'11 pour se protéger, se fraye un chemin jusqu'au portail ouvert par les débris projetés. À Hawkins, Erica et Murray frappent à la porte de Scott Clark, le suppliant de fabriquer le balise de télémétrie. Clark refuse d'abord, mais change d'avis lorsque Erica lui explique que son meilleur élève, Dustin, est en danger. Pendant ce temps, Max et Holly courent directement vers la grotte après que Will les a sauvés. Vecna, boitant, s'approche de la grotte. Il affirme comprendre que Holly considère Max comme son ami, mais qu'elle se trompe. Holly crie qu'elle ne le croit pas et le traite de monstre. Vecna menace que si elle ne le suit pas et ne rejoint pas les autres enfants, il pourrait faire du mal à Max, voire la tuer. Max, moqueuse, le traite de lâche en disant qu'il a peur de la grotte. Vecna avertit Holly que lorsque son amie commencera à souffrir, elle devra choisir entre revenir vers lui ou regarder sa nouvelle amie en danger. Puis il disparaît. Nous sommes le 6 novembre. Will est toujours inconscient. Lucas, Mike et Robin réfléchissent au fait que Will n'a toujours pas été déconnecté de l'esprit collectif. Ils se rappellent également les paroles de Will sur le fait que Max est avec Holly. Robin utilise des disques comme support visuel pour expliquer à Mike et Lucas que Will, Max et Holly ne sont peut-être pas dans le coma, mais que Vecna les a simplement plongés dans un trance. Si Max revient dans son corps physique à l'hôpital de Hawkins, elle pourra, en reprenant conscience, dire au groupe où se trouvent Holly et les autres enfants. Mike envoie Lucas et Robin à l'hôpital pour attendre le réveil de Max, tandis que lui reste avec Joyce pour veiller sur Will. Will se réveille dans le monde à l'envers, à l'intérieur de la bibliothèque de Hawkins, exactement à l'endroit où il avait été enlevé 4 ans plus tôt. Lié par des tentacules, il voit Vecna s'approcher lentement. Vecna lui demande s'il se souvient de ce lieu, et lui rappelle qu'il a été son réceptacle, son espion et son architecte. Il explique que les tunnels qui semblent s'être formés seuls à Hawkins
ont en réalité été créés par Will, chaque nuit, pendant son sommeil, en 1984. Vecna décrit Will comme l'espion parfait et lui annonce qu'il doit accomplir une dernière mission d'espionnage, car il veut trouver le corps physique de Max dans le monde réel. Will tente de résister, mais Vecna lui dit que plus il lutte, plus la douleur sera intense. Dans la grotte, Holly insiste pour trouver une nouvelle issue. Max, en revanche, pense qu'il vaut mieux rester sur place jusqu'à ce qu'Onze vienne les sauver. Max ignore que ce n'est pas Onze, mais Will qui les a effectivement sauvés. Holly demande à Max si elle a une théorie sur la raison pour laquelle Henry a si peur d'entrer dans les grottes. Max explique que cet endroit est construit à partir des souvenirs de Henry, y compris la grotte elle-même. Elle suppose que la grotte est un souvenir traumatique que Henry refuse d'affronter, mais précise que, malgré tout, rien à l'intérieur de la grotte n'est réellement effrayant. Déterminée, Holly part à la recherche d'une autre sortie, et Max la suit à contre-cœur. Max et Holly errent dans le désert. Au début, tout semble désespéré, mais Holly sort la lentille grossissante du télescope de Henry et remarque un symbole distinctif sur le capuchon. En y regardant de plus près, elle réalise qu'il ressemble à un énorme trou, celui par lequel elles sont sorties de la grotte. Elles se dirigent immédiatement vers l'endroit qu'elles avaient précédemment trouvé. De retour à la grotte, Holly se positionne exactement là où le capuchon du télescope correspond à l'entrée. Soudain, le sol s'effondre sous elle, révélant un passage avec un escalier. Max parvient à attraper Holly juste à temps pour l'empêcher de tomber. À l'hôpital, Lucas entre dans la chambre de Max et met Kate Bush pour tenter de la réveiller. Il remarque que le corps de Max commence à bouger. Pendant ce temps, Robin explique à sa copine Vicky tout sur le monde à l'envers, les Démogorgons et Vecna. Vicky, furieuse, pense que Robin lui ment. Descendant plus bas, Max et Holly suivent une traînée de sang et découvrent un scientifique blessé tenant un pistolet et une mallette. L'homme crie à quelqu'un de ne pas s'approcher. Un jeune Henry Krill, en uniforme de scout, propose son aide. Il tente de calmer l'homme, mais celui-ci lui tire dans le bras gauche. Henry réagit rapidement, arrache le pistolet et élimine l'homme avec une pierre, récupérant la mallette. On apprend plus tard pourquoi Henry a si peur de cette grotte. Holly se pose 1000 questions. Pourquoi l'homme a-t-il tiré et est-ce cela qui a transformé Henry en quelqu'un de dangereux ? Max répond qu'elle ne sait pas et que l'essentiel est de trouver la sortie maintenant. Elle commence à dégager les pierres du mur effondré et entend soudain Kate Bush, signe qu'elles sont proches du portail de sortie. Elles parviennent à libérer le passage qui les mène à travers le mur de la grotte jusqu'au paysage infernal, l'endroit d'où Max avait presque réussi à sortir auparavant. À la station radio, Joyce et Mike retrouvent Hopper, Onze et Callie arrivés à bord d'un corbillard volé. Onze présente Callie à Mike. Hopper enlace Joyce. Tous entrent dans la maison, et Onze remarque que Will dort, immobile. Joyce demande à Onze de l'aider à réveiller Will. Onze s'installe dans la cabine DJ pour plonger dans la vide et localiser la conscience de Will, tandis que Callie l'observe attentivement. Hopper parle à Mike et lui reproche, ainsi qu'à Dustin, Steve, Nancy et Jonathan, d'être un groupe de fous qui n'a même pas laissé de notes pour dire où ils étaient partis. Callie intervient et annonce qu'Onze n'arrive pas à trouver Will. Hopper lui demande si elle est vraiment experte d'Onze, puisqu'elles se connaissent depuis seulement 1 jour et demi. Callie répond qu'elle connaît Onze mieux que lui, car elles ont grandi ensemble. Hopper rappelle les paroles de Callie, disant que tuer Vecna ne résoudra pas tous leurs problèmes, ce qui choque Mike. Soudain, la lumière de la pièce vacille. Le groupe monte à l'étage et trouve une Onze irritée, incapable de localiser Will. Hopper propose d'utiliser leur dispositif artisanal de privation sensorielle pour amplifier les pouvoirs d'Onze. Après avoir préparé le réservoir, Hopper rassure Joyce, affirmant qu'Onze va arranger les choses et réveiller Will. Joyce est rongée par la culpabilité. C'était son idée d'utiliser les pouvoirs de Will contre Vecna. Chaque décision lui semble maintenant une erreur. Hopper lui rappelle que pour tout parent, c'est inévitable, ce sentiment constant que chaque choix peut être le mauvais. Dans le salon, Mike parle seul avec Onze et aborde les paroles de Callie qu'Onze avait entendues plus tôt. Tuer Henry ne résoudra rien. Onze hésite à en parler, mais Mike insiste, disant que les amis ne se mentent pas. Alors, Onze avoue que le Dr Kay veut relancer le programme de Brenner sur les enfants. Son but est de créer de nouveaux numéros, des enfants dotés de super-pouvoirs. Mike propose de tuer Vecna, de détruire le laboratoire, et avec lui, le Dr Kay. Mais Onze souligne un problème encore plus grave. Sa propre présence contient le sang d'Henry. Cela signifie que le gouvernement pourrait utiliser son sang pour créer de nouveaux enfants aux pouvoirs extraordinaires. Et un autre enfant semblable à Henry pourrait apparaître et menacer à nouveau le monde. Mike rappelle qu'ils seront toujours traqués par l'armée, ce qui n'est pas nouveau. Il dit à Onze que lorsqu'ils auront terminé, ils pourront fuir dans un autre pays et avoir leur happy end.
11 répond que la vraie vie n'est pas un jeu de donjons et dragons. Mike réplique qu'ils écriront ce final ensemble. Callie les écoute discrètement. 11 plonge dans un réservoir improvisé d'eau et cette fois réussit à localiser Will. Grâce à ses pouvoirs, elle le libère des lianes. Will explique à 11 que Vecna l'a utilisé comme espion pour découvrir dans quel hôpital se trouvait le corps de Max. Tous deux reprennent conscience dans le monde réel et préviennent le groupe que Vecna veut tuer Max et qu'il faut se rendre d'urgence à l'hôpital. Dans le monde à l'envers, Dustin et Steve se demandent pourquoi la matière exotique s'est stabilisée au lieu de tout détruire autour d'eux. Ils atteignent un escalier détruit par la substance visqueuse, où s'est formée une large crevasse. En trouvant une échelle dans un débarras, Steve décide de l'utiliser pour rejoindre l'autre escalier, malgré son instabilité. Dustin, bouleversé par le souvenir du sacrifice d'Eddie, pleure et supplie Steve de ne pas risquer sa vie. Quand ils s'embrassent, l'échelle cède et tombe dans le vide. Pendant ce temps, Jonathan se réveille et voit tout autour de lui englouti par un liquide blanc. Il réveille Nancy et ensemble ils essaient d'ouvrir la porte, mais la poignée fond dans la main de Jonathan. Nancy casse le pied d'une chaise pour tenter de percer la porte, mais cela ne fait qu'augmenter le flot de slime qui envahit encore plus vite la pièce. Il monte sur la table au centre de la pièce pour rester à flot et crie à l'aide. Pensant que tout est peut-être perdu, Nancy avoue qu'elle déteste le groupe The Clash, le groupe préféré de Jonathan. Jonathan révèle qu'il n'a jamais envoyé sa candidature au collège Emerson. Nancy lui explique qu'elle avait évité de le voir l'année précédente pendant les vacances de printemps car elle voulait sa liberté et être seule. Voyant la jalousie de Jonathan, Nancy note que même si Steve est un bon gars, sa vision de la vie familiale ne correspond pas à son futur. Steve veut 6 petits nuggets, c'est-à-dire une grande famille, mais Nancy non. Dans une dernière confession, Jonathan révèle qu'il a caché sa bague de fiançailles dans une cassette de John Coltrane, espérant que cela pourrait réparer leur relation. Il demande à Nancy si elle accepte de ne pas l'épouser, et Nancy répond oui, les larmes aux yeux. Ils comprennent qu'ils ont essayé de forcer une relation qui n'était pas destinée à durer. Jonathan jette la bague, mais elle tombe sur le slime déjà durci. Le liquide se fige complètement et ils réalisent que leur vie n'est plus en danger. Jonathan tente de forcer la porte, mais Nancy lui demande d'arrêter pour éviter une blessure. Soudain, les murs commencent à trembler fortement et par le passage formé, apparaissent Steve et Dustin pour les libérer. Dustin montre à tous le journal du docteur Brenner de 1983. Nancy et Jonathan apprennent une nouvelle triste. Holly n'est pas de l'autre côté du mur. Des soldats arrivent à l'hôpital. Robin essaie de s'échapper, mais 2 gardes la coincent dans le couloir et veulent l'emmener en prison. Soudain, les lumières de l'hôpital clignotent et Vicky aperçoit un démodog qui surgit du coin. Le monstre attaque les gardes et les neutralise. Robin et Vicky prennent la fuite. Robin comprend immédiatement que les démodogs viennent pour Max. Via haut-parleur, Robin prévient Lucas que les démodogs sont à la recherche de Max et lui annonce qu'elle et Vicky les attendront dans le sous-sol de l'hôpital pour rejoindre le parking et partir ensemble. Lucas, portant le corps de Max et le magnétophone avec la musique de Kate Bush, court vers l'ascenseur. Un des démodogs se jette sur lui, mais Lucas le repousse du pied juste à temps et les portes de l'ascenseur se referment. Dans le sous-sol, Lucas retrouve Robin et Vicky, tenant toujours Max inconsciente. Robin remarque que la porte de sortie est verrouillée. Les démodogs défoncent la porte de la pièce où il se cache. Vicky s'excuse auprès de Robin de ne pas l'avoir cru. Robin s'excuse à son tour pour sa double vie et promet de l'emmener au restaurant une fois que tout sera terminé. Alors que les démodogs fouillent la pièce, Robin dit à Lucas qu'il faut couper la musique, mais il refuse. Les créatures ont senti leur présence et les adolescents comprennent que le danger est imminent. À ce moment, l'une des machines à laver se met en marche, attirant l'attention des monstres. Les démodogs s'approchent du sèche-linge, mais à l'intérieur se trouve une bonbonne d'oxygène qui explose, éliminant tous les démodogs d'un coup. Les adolescents se relèvent des débris et découvrent qu'ils ont été sauvés par Karen, la mère de Mike. Pendant ce temps, Max aperçoit le portail vers le paysage infernal et voit Lucas la tenant dans le monde réel. Holly veut la suivre, mais Max lui explique que cette sortie est réservée à elle seule. Elle mène à son corps, pas à Holly. Elle conseille à Holly de se concentrer sur quelque chose d'important qui la relie au monde réel. Holly touche la figurine Holly l'héroïque, puis l'écarte comme un simple jouet. Max remarque que Holly porte toujours cette figurine autour du cou et comprend qu'elle y tient. Holly raconte que son grand frère Mike lui a offert ce jouet
et lui a parlé de ses pouvoirs divins, mais elle avoue qu'elle n'a pas pu aider sa mère lors de l'attaque, ni Max quand Henry l'a agressé. Max la rassure, soulignant combien Holly a été courageuse en désobéissant à Henry et en l'aidant à sortir de cet endroit. Soudain, un portail s'ouvre pour Holly. Max promet de la sauver et lui dit d'attendre au domicile des Wheeler dans le paysage infernal. Les deux filles s'embrassent et se dirigent vers leurs portails respectifs. Dans le sous-sol de l'hôpital, Max reprend connaissance après presque 2 ans de coma. Lucas lui demande si tout va bien. Max répond qu'elle ne sent presque rien, mais ressent sa main. Lucas lui dit qu'il a toujours su qu'elle se réveillerait. Max explique qu'elle l'a vu allumer sa chanson préférée, Kate Bush, et ajoute que pour revenir, ce n'était pas le son, mais Lucas qu'il lui fallait. Ils s'embrassent. Bientôt, Mike, Hopper, Callie et Onze les rejoignent pour accueillir leur ami. Robin raconte qu'ils ont été poursuivis par des monstres et qu'ils ont failli y rester avant que la mère de Mike ne sauve tout le monde. Max comprend que Vecna sera furieux de ne pas avoir pu la tuer et s'inquiète pour Holly. Pendant ce temps, Holly reprend connaissance dans l'antre de Vecna et voit ses camarades de classe retenus par des tentacules, comme elle. Elle arrache les tentacules, se libère du mur et tousse, repoussant une ombre qui s'élève dans les airs. En regardant autour d'elle, elle voit la forme physique de Vecna suspendue aux lianes en transe. Holly se met à fuir, mais en sortant, elle ne voit pas le paysage infernal, mais un désert rappelant le Nevada. Soudain, Vecna se réveille et ses lianes le tirent vers le bas. Holly court de toutes ses forces, trébuche sur des pierres et aperçoit une petite fissure dans le sol. Elle écarte les pierres et plonge dedans. En traversant la fissure, Holly commence à tomber du ciel vers le paysage infernal. Son cri est entendu par Nancy, Jonathan, Steve et Dustin. Le quatuor sort en courant et voit Holly flotter dans les airs en appelant à l'aide. Mais Vecna la saisit de nouveau pour la ramener dans la dimension X. Dans le monde réel, Erica, Murray et Clark utilisent des balles suspendues à des fils pour trianguler la position de Dustin. Soudain, Clark a une révélation et ordonne de lâcher les balles. Après 6 heures d'efforts infructueux, leur traceur localise enfin Dustin. Will confie à Joyce que Vecna l'a utilisé comme espion, le choisissant spécifiquement à cause de sa faiblesse. Il explique qu'en 1984, son subconscient a involontairement créé tout un réseau de tunnels sous Hawkins et qu'il se sent coupable pour tous ceux qui sont morts. Joyce le réconforte et le prend dans ses bras, lui disant que ce n'est pas de sa faute. Mais Will ne peut retenir ses larmes. Vicky apporte un fauteuil roulant pour Max. Max explique qu'elle a envoyé Holly à la maison des Wheeler, dans le paysage infernal. Pendant que le groupe réfléchit à la façon d'atteindre le portail le plus proche, Karen est perplexe face aux explications des enfants sur le paysage infernal. Lucas annonce au groupe que Scott Clark a localisé Dustin dans le paysage infernal. En sortant, Karen perd l'équilibre et Vicky estime que ses blessures sont encore trop récentes. Mike promet à sa mère qu'il sauvera sa petite sœur Holly. Les larmes aux yeux, Karen serre son fils dans ses bras et accepte de rester sur place. Le groupe retrouve Erica, Murray et Clark au laboratoire national de Hawkins. Clark est stupéfait de découvrir que le monde inversé existe vraiment. Et Erica est choquée de voir que Max s'est réveillé du coma. Murray explique qu'ils ont réussi à contacter Dustin par radio. Dustin se connecte et annonce qu'ils ont trouvé Holly, mais la communication est interrompue. Le groupe décide d'entrer dans le paysage infernal via une fissure secrète contrôlée par des caméras de surveillance. Clark explique qu'il peut brouiller leurs signaux avec un analyseur de spectre, mais que cela prendra du temps. 11 résout instantanément le problème en détruisant les caméras par télékinésie, laissant Clark stupéfait. Ensuite, elle soulève une dalle métallique installée au-dessus de la fissure 1 an plus tôt, permettant au groupe de pénétrer dans le paysage infernal. Ils retrouvent Dustin, Nancy, Jonathan et Steve, qui expliquent que Holly est tombée du ciel une première fois, mais que Vecna l'a reprise. À l'extérieur, le colonel Sullivan informe le docteur Kay et le lieutenant Akers de l'affrontement avec Vecna, précisant que les balles ne lui font aucun mal. Il ajoute que Vecna est un démon. Akers discute avec le docteur Kay de leurs échecs à capturer 11 et propose d'arrêter la chasse. Le docteur Kay le plaque contre un mur, déclarant que la mort des militaires repose sur leurs épaules et que si elles avaient attrapé 11, les monstres auraient déjà été à Moscou à tuer des civils. Après le départ du Dr Kay, Akers reçoit par radio le signal que quelqu'un a retiré la dalle installée au-dessus de la fissure 1 an plus tôt. Pendant ce temps, on voit Holly inconsciente, Vecna la ramène dans son antre, assurant que bientôt tout sera terminé. Max regrette amèrement d'avoir laissé Holly seule, mais Lucas la rassure. Ils vont sauver leur ami. À ce moment,
Dustin arrive et informe le groupe qu'il sait où se trouve Holly, mais prévient que l'atteindre ne sera pas facile. Il explique l'existence d'un pont interdimensionnel fait de matière exotique. Le monde à l'envers est ce pont entre deux mondes, le nôtre et un autre où vivent des créatures comme Vecna et le flagelleur mental. Dustin l'appelle l'abîme, ou dimension X. Il précise que lorsque 11 a eu son premier contact avec le Démogorgon en 1983, cela a créé le pont que nous connaissons sous le nom de le monde à l'envers. Max, s'appuyant sur son expérience, ajoute qu'elle comprend désormais le plan final de Vecna, fusionner tous les mondes en un seul. Dustin explique que le monde à l'envers est une sorte de trou de verre selon la physique théorique. Henry et son armée de créatures utilisent le monde à l'envers pour infiltrer Hawkins via des portails, mais ils n'y vivent pas. Après que Vecna a été blessé l'année dernière, il s'est replié dans l'abîme pour panser ses blessures, ce qui explique pourquoi il était introuvable dans le monde à l'envers. Henry n'y habite pas. La mission du groupe est de monter à 600 mètres dans l'abîme, de libérer Holly et les autres enfants, de neutraliser Vecna et de revenir sans laisser les mondes se fusionner. Lucas précise que le plan de Vecna pourrait commencer dès aujourd'hui, le 6 novembre. Hopper propose de voler un hélicoptère pour atteindre le monde de Vecna via la fissure. Le groupe débat, certains jugeant le plan trop risqué. Soudain, Steve propose une alternative. Il montre une antenne radio et un ressort, expliquant que si l'abîme se rapproche assez du monde à l'envers, 11 pourra entrer dans la pénombre via l'antenne et tendre une embuscade à Vecna, en se connectant à son esprit. 11 remarque que la distance reste trop grande pour un lien direct. Nancy ajoute que le laboratoire Hawkins dans le monde à l'envers est figé dans le temps, et que le réservoir de privation sensorielle des expériences de Brenner est toujours disponible. Cally propose de rejoindre 11 pour l'aider à combattre Vecna, tandis que Max les guidera, connaissant parfaitement ces lieux. Une fois le plan Beanstalk établi, Dustin ajoute la cerise sur le gâteau. Il compte déposer une bombe près de la matière exotique, régler un minuteur et sortir du monde à l'envers avant l'explosion. Cela détruira le pont, anéantissant l'abîme, les démogorgons, le flagelleur mental et toutes les autres créatures pour de bon. Max se sent inutile, mais Will l'interrompt. En réalité, c'est lui qui est inutile. Il demande comment Max a survécu dans le paysage mental, et Max explique qu'elle a trouvé une grotte liée à un vieux souvenir de Henry. Elle rappelle que Henry reste humain et que tout le monde a ses peurs. Pendant ce temps, Henry explique aux enfants que Holly s'est échappée à cause du conseil d'un monstre roux ayant pris l'apparence d'une fille nommée Max. Derek suggère à ses camarades de retourner auprès de leurs parents, et Henry fait semblant de perdre, insinuant que l'obscurité a triomphé. Les enfants refusent catégoriquement, convaincus qu'ils sont spéciaux et qu'ils doivent sauver le monde. Steve prend un pistolet, mais Nancy doute de ses compétences de tir. Dustin et Steve s'éloignent un peu, et Dustin remet à Steve une des copies qu'ils avaient fabriquées avec Eddie pour le combat final dans le monde à l'envers. Steve s'excuse pour le passé, reconnaissant qu'il n'a pas été là pour Dustin après la perte d'Eddie. Dustin répond qu'il lui a aussi manqué, et ils s'embrassent. Pendant ce temps, le groupe se sépare. 11 soulèvent un camion renversé qu'ils utiliseront pour leur mission, tandis que Joyce et Hopper se dirigent vers les tunnels et discutent. Hopper se montre méfiant envers Cally et promet de la neutraliser si elle met sa fille en danger. Pendant que Murray tente de démarrer le camion, Cally et 11 échangent dans le vide. Cally avertit que même si le laboratoire est détruit, le gouvernement en reconstruira un autre et les expériences continueront. 11 propose de se cacher, mais Cally rappelle qu'ils les retrouveront de toute façon et que les amis d'11 pourraient être tués, comme cela lui est déjà arrivé. 11 insiste pour qu'ils éliminent le Dr Kay, mais Cally remarque que quelqu'un prendra sa place de toute façon. Cally reconnaît que c'est un cycle vicieux et impitoyable, mais qu'ils peuvent le briser cette nuit. Après avoir vaincu Vecna et sauvé les enfants, ils pourraient rester de l'autre côté et disparaître avec l'abîme et le monde à l'envers. La conversation est interrompue lorsque le camion de Murray démarre enfin. Holly se réveille dans la maison Krill, entourée de Mary et des autres enfants qui l'accueillent avec des sourires. Les enfants lui expliquent qu'Henry leur a parlé de Max. Holly insiste. Max est leur ami et les aide à retrouver leur chemin vers la maison. Holly tente d'expliquer qu'Henry est un monstre qui les retient captifs dans le paysage mental, où rien de ce qu'il voit n'est réel. En voyant Derek, elle lui demande de la soutenir et de dire la vérité. Mais Derek se souvient de sa propre vision, où Vecna menaçait sa famille, et dit à Holly que les autres ont raison. Max a menti. Voyant cela, Holly feint d'être d'accord avec eux, se montre repentante, puis saisit la radio et frappe Mary et une autre fille en essayant de s'échapper. Les enfants la rattrapent.
Marie tente presque d'étrangler Holly avec un collier, mais celui-ci se casse, et Holly tombe dans les escaliers, perdant connaissance. Le groupe charge les armes dans le camion. Will s'approche de Joyce pour parler en privé. Il lui confie que, lorsque les 3 démogorgons se sont jetés sur eux, il a repensé à ses souvenirs d'enfance heureux, surtout à son meilleur ami Mike. Avant qu'il puisse continuer, Mike arrive et dit qu'ils doivent partir dans 5 minutes. Will lui demande d'attendre, parce qu'il a aussi besoin de dire ce qu'il ressent. Tous se rassemblent autour de lui, et Will, les larmes aux yeux, explique qu'il s'est toujours senti différent, mais qu'il faisait semblant d'être normal pour ressembler à ses amis. Il avoue qu'il n'éprouve pas d'attirance romantique pour les filles. Il raconte que Vecna lui a montré un futur où, après cette révélation, tout le monde aurait commencé à le regarder différemment, comme si quelque chose n'allait pas chez lui, et qu'à la fin, il serait complètement seul. Joyce lui fait comprendre clairement qu'elle ne le laissera jamais tomber. Jonathan le soutient, affirmant qu'il ne laissera jamais son petit frère. Chacun des amis promet à son tour de toujours être là pour Will. Ils le serrent dans leurs bras, montrant que son orientation sexuelle ne change rien à leur amitié. Will explique à 11 qu'ils ne peuvent pas vaincre Vecna seul, et qu'il participera donc au combat final. Il affirme qu'il est prêt, car il n'a plus peur de lui. La nuit tombe. À la base militaire de Hawkins, un garde lit un magazine, tandis que le camion fonce vers les portes. Scott Clark utilise son nouvel appareil pour les ouvrir, et Murray entre avec le camion dans la base. Erika informe Hopper par radio de la position des gardes, et Hopper les neutralise. Arrivée à la base principale, Nancy tire depuis le toit du camion sur les militaires, éliminant des dizaines de gardes avec une précision parfaite. Le Dr Kay observe le camion, à l'intérieur duquel se trouvent Joyce, 11, Mike, Dustin, Lucas, Will, Nancy, Jonathan, Hopper, Steve, Robin et Callie, qui pénètrent dans le monde à l'envers. Dans le monde à l'envers, Mike demande à 11 si elle est prête à affronter Vecna. Elle hoche la tête, puis envoie un signal subtil à Callie, montrant que leur plan sera exécuté. Pendant ce temps, dans le paysage mental, les enfants se rassemblent autour d'une table, tandis qu'Henry allume des bougies. Il déclare que le moment est venu de vaincre l'obscurité. Tous se tiennent la main, y compris Holly, encore réticente. Lorsqu'ils se connectent, leurs têtes se lèvent, leurs yeux deviennent blancs, et le son d'une cloche retentit. Dès que le groupe pénètre dans le monde à l'envers, ils se séparent. Murray, Hopper, Callie et 11 décident de se diriger vers le laboratoire Hawkins, tandis que les autres montent vers la tour radio. Quand Murray, Hopper et leur équipe arrivent au laboratoire, Murray rétablit l'électricité et 11 se prépare à entrer dans le réservoir. Une vague de souvenirs l'assaillit immédiatement, mais elle tient bon et se prépare à plonger. Avant cela, elle fait promettre à Hopper de ne pas la retirer du réservoir avant que tout soit terminé, quoi qu'il arrive. Hopper, essoufflé, accepte. 11 entre dans le réservoir, tandis que Callie se bande les yeux pour l'aider à affronter Vecna. Pendant ce temps, Vicky remarque que les yeux de Max roulent un instant, mais tout va bien. C'est simplement l'esprit d'11 qui traverse Max, puisqu'elle connaît le mental de Henry comme sa poche. L'autre groupe grimpe la tour, haute d'environ 150 mètres, en faisant quelques pauses pour souffler. Mike profite de ce moment pour parler à Will de sa grande révélation, le fait qu'il est gay, quelque chose que Mike n'avait pas remarqué. Mike s'excuse de ne pas l'avoir compris et de ne pas avoir soutenu son meilleur ami. Will avoue qu'il a longtemps cherché le courage de se confier. Mike lui assure qu'il restera toujours son meilleur ami. Ensuite, ils reprennent leur ascension. Pendant que l'esprit de Max erre dans celui d'11, les militaires fouillent la station radio où se trouve le corps de Max. Quand le groupe atteint enfin le sommet de la tour, il voit que l'abîme commence à descendre. Comprenant le danger, Dustin prévient Hopper par radio. Ils ont environ 30 secondes avant que le monde de Vecna ne s'effondre sur eux. Max, 11 et Callie trouvent Vecna dans le vide. Max propose d'abord de simplement le neutraliser, mais 11 explique qu'il ne s'agit pas du vrai Vecna. Ils sont dans son esprit, et pour agir, ils doivent pénétrer le mental de Vecna lui-même, le paysage mental. Quand 11 touche Vecna, tous sont projetés dans son esprit. Il se retrouve à l'école. Hopper ne peut pas se connecter directement à 11. Alors il tape sur le réservoir pour envoyer un signal. L'abîme est en train de descendre. 11 demande à Max de se dépêcher et de montrer le chemin jusqu'à la maison de Henry. Pendant ce temps, l'abîme s'effondre sur la tour radio, créant une situation critique. Steve échappe de justesse à un accident, mais Jonathan parvient à le sauver à temps. Max,
11 et Cally se retrouvent à la maison de Henry. Une fois à l'intérieur, elles découvrent Henry en transe, entouré d'enfants aux yeux révulsés. 11 le pousse hors de la maison, ce qui libère instantanément les 12 enfants de son emprise. Les deux mondes dans le monde à l'envers cessent de se rapprocher, et Steve, Will et les autres ont enfin une ouverture pour pénétrer dans l'abîme. Holly enlace Max, reconnaissante, car Max est réellement venu la chercher. Au début, les enfants crient en voyant Max, pensant qu'elle est le monstre roux, mais elle leur montre qu'elle n'est pas un monstre et qu'elle va le prouver. Cally crée un rideau de fumée qui cache les enfants à Henry, tout en leur permettant de voir et d'entendre tout ce qu'il dit, comme à travers une vitre à double sens. Quand Henry revient à lui, il discute avec 11, montrant son griffe de Vecna, révélant enfin aux enfants qu'il est en réalité le monstre. Max et les enfants s'enfuient alors vers la grotte qui effraie Henry. Bien qu'Henry ait pénétré l'esprit d'11, il comprend que Cally a créé un miroir à double sens. Mais en traversant le rideau de fumée, il est trop tard. Les enfants ont déjà disparu. 11 utilise ses pouvoirs pour repousser Henry. Cally tente de frapper Vecna en plein cœur, mais Henry disparaît simplement. 11 et Cally comprennent immédiatement qu'il part à la poursuite des enfants. Elles réussissent à rattraper Max et les autres. Max est surprise de les voir et demande si elle ne devrait pas affronter Henry. 11 répond qu'Henry a simplement disparu et qu'elles ne savent pas où il est. Pendant ce temps, Henry décide de se rendre auprès de Hopper dans le monde à l'envers. Il lui montre sa fille Sarah en se moquant de lui, puis décide de lui révéler la vérité terrible. Cally et 11 ont prévu de se sacrifier après avoir sauvé les 12 enfants. Quand Vecna apparaît, Hopper ouvre le feu rapidement, mais rate sa cible et touche le réservoir. Terrifié, il réalise qu'il vient de toucher 11. Paniqué, Hopper commence à frapper le réservoir pour tenter de le briser et la sauver. Dans le paysage mental, 11 entend les coups et comprend que ce n'est pas un simple signal. Ensuite, 11 disparaît, suivi de Cally et Max. Dans le monde à l'envers, Hopper tient le corps d'11 et comprend qu'il ne l'a pas réellement touché. C'était une illusion. Quand Max revient dans son corps, elle découvre qu'elle est entourée de militaires et du Dr. K. Les militaires commencent à fouiller la zone. Pendant ce temps, Dustin, Nancy, Will et les autres sont perdus et ne comprennent pas ce qui arrive à 11. Car ils ont traversé le portail vers le monde de Vecna et leur radio ne fonctionne pas. Sur le chemin, Steve et Jonathan ont une conversation sincère. Steve remercie Jonathan de lui avoir sauvé la vie. La discussion dévie ensuite sur Nancy. Steve admet que ça n'a jamais fonctionné avec elle, car elle est indépendante et veut faire carrière, tandis que lui rêve d'avoir 6 petits nuggets. Le groupe finit par trouver la tanière de Vecna et s'y dirige. Pendant ce temps, Holly et les enfants dans le paysage mental courent vers la grotte. Arrivée sur place, Holly remarque qu'un enfant manque, Derek. Elle retourne dans la forêt pour le chercher et découvre qu'il est simplement épuisé. Holly et Derek reprennent leur course, mais Henry commence à les poursuivre. Il attrape Holly, mais Derek réussit à la ramener dans la grotte et fait un doigt d'honneur à Henry. Effrayé, Henry n'ose pas entrer. Holly rassure les enfants. Dans la grotte, ils sont en sécurité. Leur objectif est maintenant d'atteindre le paysage infernal pour retourner d'abord dans l'abîme, puis dans le monde à l'envers, et enfin dans le monde réel. Malgré sa peur de la grotte, Henry comprend que c'est sa seule chance de récupérer les enfants. Mais en posant un pied à l'intérieur, il est submergé par des souvenirs d'enfance, des coups de feu, et le moment où il découvre le petit coffret. Henry tombe à genoux. Holly, cachée, entend ses cris et voit Henry. Elle prévient immédiatement les enfants de courir vers la mine. Dans le monde à l'envers, Hopper explique à 11 qu'Henry lui a montré leur conversation avec Cally, où Cally tentait de convaincre 11 de se sacrifier à la fin. Cela entraîne une discussion tendue entre Hopper et 11. Il essaie de la convaincre qu'il existe d'autres solutions et que le sacrifice n'est pas la seule issue. Cally intervient, tenant Hopper en joue avec un pistolet. La conversation est interrompue quand Murray signale que les militaires sont arrivés à la laboratoire. Lors de la tentative d'évasion, 11 et Cally faiblissent. Les militaires utilisent un dispositif sonore, véritable kryptonite pour elle. Hopper conduit 11 dans un endroit sûr. 11 lui demande de sauver Cally, et malgré son ressentiment envers elle, il accepte. Hopper agit avec détermination, neutralise les ennemis et sauve Cally. Mais soudain, Akers apparaît et le frappe. Hopper et Cally se retrouvent prisonniers et interrogés. Akers veut savoir où se trouve 11. Ni Hopper ni Cally ne donnent d'informations. Alors Akers menace de tirer sur Cally si Hopper ne révèle pas la cachette d'11. À ce moment, Murray lance une grenade dans le bâtiment du laboratoire. L'explosion détruit le dispositif sonore et 11 utilise ses pouvoirs pour neutraliser tous les militaires dans la pièce, y compris Akers. Cependant,
Il s'avère qu'au dernier moment, Akers a réussi à tirer sur Callie. 11 comprend qu'il est impossible de la sauver. Callie, sereine, explique qu'elle avait de toute façon prévu de mourir à la fin. 11 et Hopper se dirigent vers le toit pour retrouver Murray. 11 aperçoit des rochers et décide de sauter de l'un à l'autre afin d'atteindre l'abîme et aider le groupe à affronter Vecna. Hopper, comme un père protecteur, s'inquiète qu'elle puisse tomber, mais 11 le rassure. Tout ira bien. Leur conversation glisse sur ce qui se passera après qu'elle ait affronté Henry. Envisage-t-elle de se sacrifier ? 11 explique que Hopper a été comme un père pour elle, mais qu'elle n'est plus la petite fille qu'il avait trouvée dans les bois. Il doit lui faire confiance et croire qu'elle prendra la bonne décision. Hopper acquiesce et 11 se lance dans l'abîme. Pendant ce temps, Henry pénètre dans la mine, où l'on découvre le souvenir qui l'empêchait autrefois d'entrer dans la grotte. Dans ce souvenir, Henry ouvre une mallette et découvre une pierre noire provenant de l'abîme. En touchant la pierre, il a une vision du flagelleur mental, qui lui ordonne de le trouver. À ce moment-là, le sang d'Henry se muta, et il acquit des pouvoirs télékinétiques. L'homme qu'Henry avait frappé avec la pierre reprend connaissance et tente de le convaincre de résister, mais Henry l'élimine grâce à ses pouvoirs télékinétiques, dont du flagelleur mental. Will, observant la scène grâce à ses propres capacités, comprend qu'Henry est lui-même le réceptacle du flagelleur mental. Will tente de le convaincre de voir la lumière et de les aider à lutter, mais Henry refuse. Il affirme ne jamais avoir été contrôlé par le flagelleur mental et n'avoir jamais perdu son libre arbitre, insistant sur le fait qu'ils sont alliés et que le flagelleur mental lui a montré le monde tel qu'il doit être. Pendant ce temps, la tanière de Vecna, où se trouvent les enfants, prend la forme d'une créature arachnéenne. En réalité, le corps physique du flagelleur mental. La créature attaque Will et tout le groupe. La situation semble désespérée, mais 11 intervient. Grâce à ses pouvoirs télékinétiques, elle pénètre dans le corps du flagelleur mental et y découvre Vecna en chair et en os. 11 entre en combat, mais sa force seule ne suffit pas. À l'extérieur, le groupe comprend qu'ils doivent l'aider. Dustin propose d'attaquer le flagelleur mental de toutes parts, mais pour cela, il faut attirer la créature dans la vallée, où ils auront l'avantage de la hauteur et pourront frapper plus efficacement. Nancy joue le rôle d'appât. Elle ouvre le feu sur le flagelleur mental qui se précipite derrière elle. Une fois la créature dans la vallée, tout le groupe attaque, et chaque coup infligé à la créature se répercute directement sur Vecna, car lui et le flagelleur mental partagent un esprit collectif. Will infiltre l'esprit de Vecna et lui brise le bras. 11, puisant dans toute son énergie et tous ses pouvoirs, enfonce le corps de Vecna contre la pierre acérée, mettant enfin la créature hors d'état de nuire. Lorsque le flagelleur mental est finalement anéanti, Nancy et les autres pénètrent à l'intérieur. Nancy enlace 11 avec force. Les héros libèrent les enfants des tentacules, un par un. Soudain, ils entendent la respiration de Henry. Contre toute attente, il est encore en vie. Joyce saisit une hache et met définitivement fin à son existence. Après la disparition finale de Vecna, tout le monde retourne dans le monde à l'envers. Dustin parvient à contacter Hopper et lui annonce que tout le monde s'en est sorti, y compris 11. Pour Hopper, c'est un immense soulagement. Murray règle le compte à rebours de l'explosion afin que, une fois leur sortie de le monde à l'envers effectuée, tout soit entièrement détruit. En se dirigeant vers le portail, le groupe est envahi par un sentiment de légèreté et de joie. Ils ont l'impression que tout est enfin terminé et que les Démogorgons ne reviendront plus jamais. Mais lorsqu'ils franchissent le portail, le Dr. K et les militaires les attendent déjà. Les véhicules sont immobilisés, les soldats encerclent le groupe, les plaquent contre les voitures et fouillent les véhicules à la recherche d'11. Très vite, ils réalisent qu'elle n'est dans aucune voiture. C'est alors que Mike aperçoit 11, debout près du portail de le monde à l'envers. Il comprend qu'elle n'a pas traversé vers le monde réel avec les autres. Elle est restée à l'intérieur de le monde à l'envers, comme elle l'avait promis à Callie. Pris de panique, Mike se précipite vers elle, conscient que l'explosion est imminente. Mais avant qu'il n'atteigne 11, elle pénètre dans son esprit pour échanger avec lui par télépathie. 11 lui fait comprendre qu'elle doit disparaître, car sinon, rien ne s'arrêtera jamais. Les militaires et le gouvernement continueront de traquer son sang pour créer de nouveaux Henry, et sa décision est irrévocable. Elle lui confie qu'elle a réellement aimé Mike et qu'elle espérait sincèrement un avenir heureux pour eux deux. Ils s'embrassent. À cet instant, Mike revient à lui et voit 11 ainsi que le monde à l'envers se consumer dans l'explosion. Hopper hurle. Peu après, le monde à l'envers disparaît à jamais. 18 mois se sont écoulés. Les barricades militaires ont disparu de Hawkins
Et la ville a repris sa vie normale. Nos héros se préparent pour leur remise des diplômes. Ils terminent le lycée. Max, malgré ses 2 années de coma, finit elle aussi l'école. Dustin prononce un discours impressionnant pour la cérémonie dans lequel il critique l'administration de l'école. Ça attire l'attention des filles populaires qui invitent lui et ses amis à une fête. Mike refuse d'y aller et propose plutôt qu'ils se retrouvent chez lui pour jouer à Donjons et Dragons, comme dans leur enfance. Jonathan, Nancy, Robin et Steve se retrouvent sur le toit de la station de radio pour discuter de tout et de rien. On apprend que Steve travaille maintenant comme entraîneur de baseball. Nancy a quitté Emerson et est journaliste. Jonathan étudie dans une école de cinéma et réalise son propre film. Et Robin reste elle-même animatrice à la radio de Hawkins. Leur conversation passe des blagues sur le fait qu'ils ne veulent pas rester à Hawkins, à des aveux sur la profondeur de leur affection les uns pour les autres. Ils décident finalement de se retrouver une fois par mois à Philadelphie pour rester en contact. Hopper dîne enfin avec Joyce dans un restaurant. Il lui propose de déménager à Montauk et lui demande sa main. Joyce accepte. Mike et ses amis jouent à Donjons et Dragons. Mike émet une théorie sur ce qui est arrivé à 11. Il pense que le moment de la destruction du monde à l'envers n'a peut-être pas été réel à cause d'un petit détail. L'armée avait braqué sur 11 un dispositif sonore, son kryptonite. Et pourtant, elle est restée debout, comme si l'appareil n'avait aucun effet sur elle. Mike suggère que Callie n'est peut-être pas morte, quand le lieutenant Akers l'a blessée à l'abdomen. Elle aurait pu survivre et rester dans le monde à l'envers, créant l'illusion qu'11 se sacrifiait, tandis que la vraie 11 s'échappait. Peut-être que Callie et 11 avaient prévu ce plan depuis le départ. Mike croit qu'11 a survécu, et les autres semblent également prêts à y croire, car ce dénouement est plus satisfaisant que d'accepter sa disparition dans le monde à l'envers. La série elle-même ne donne pas de réponse définitive, donc chacun reste libre de décider si 11 a réellement échappé à la mort. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Après leur partie de Donjons et Dragons, les garçons se lèvent et montent pour dîner. Pendant ce temps, Holly, Derek et leurs amis descendent au sous-sol pour une partie de Donjons et Dragons. Et peut-être qu'un jour, une suite nous attend. Pour ne pas la manquer, abonnez-vous à notre chaîne. Quant aux personnages, Max et Lucas vont enfin au cinéma pour un rendez-vous. Will quitte Hawkins pour une autre ville et trouve son petit ami. Dustin entre à l'université et réussit brillamment. Et Mike devient écrivain.